Bonjour et bienvenue. Je suis actuellement au salon business de la compagnie Air France à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle au terminal 2E Hall L. Salon que vous allez pouvoir découvrir juste après cette émission. Aujourd'hui, l'association personnelle du groupe Air France vous propose un nouveau concept qui s'intitule le déjeuner sur l'aile. Le principe, tout simplement aborder avec nos invités autour d'une table ronde une question ou une thématique LGBT dans l'entreprise. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour découvrir ce magnifique salon. Au sommaire de cette première édition du Déjeuner sur l'aile qui portera aujourd'hui sur l'homoparentalité et notamment l'homoparentalité en entreprise, vous pourrez découvrir les témoignages et échanges de nos invités. Nous vous présenterons également le portrait du jour de Muriel et enfin, vous pourrez découvrir l'endroit qui nous reçoit aujourd'hui pour le tournage de cette première édition du Déjeuner sur l'aile. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir en images nos invités du jour. Alors bonjour, je m'appelle Kylian Chaplin, je suis chef de bord à la SNCF. Je suis également secrétaire général de l'association Gare et je suis ici en tant que jeune inquiet de pouvoir fonder une famille homoparentale par la suite. Katia Agoun, PNC retraitée d'Air France, mère de 2 enfants nés de PMA et je suis également trésorière de l'association personnelle. Adrien Lelièvre, administrateur dans l'association Gare. Je suis en projet de parentalité avec mon conjoint. Bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis futur papa gay. Je suis salarié de HOP, filiale du groupe Air France, et membre de l'association personnelle. Durant plusieurs années, j'étais un ardent activiste LGBT politique et aujourd'hui, je suis venu partager mon expérience de futur papa dans une entreprise inclusive où on peut concilier vie professionnelle et vie personnelle et montrer à chacun et chacune d'entre nous que des projets parentaux sont possibles pour un avenir radieux. Manoa Girard, membre de l'association Gare, trésorier adjoint, et je suis ici parce que j'ai l'envie de pouvoir fonder une famille. Je m'appelle Caroline Mécari, je suis avocate au barreau de Paris depuis maintenant 32 ans. Je suis la première avocate en France à avoir défendu les lesbiennes et les gays et leurs familles. J'ai donc obtenu les premières décisions importantes pour protéger les enfants des lesbiennes et des gays. J'ai donc fait bouger les lignes de la loi. Je suis l'auteur de 2 ouvrages sur la PMA et la GPA, parus notamment aux presses universitaires de France. Et puis un petit ouvrage qui est paru chez Dallos, qui s'appelle GPA, données et plaidoyer. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, car mon travail d'avocate permet de protéger les familles homoparentales. Je m'appelle Christophe Beaugrand, je suis présentateur et journaliste sur le groupe TF1. Je suis papa d'un petit garçon qui s'appelle Valentin avec mon mari Ghislain. J'ai sorti un livre qui raconte notre histoire, qui s'appelle Fils à papa. Et je suis ravi de discuter aujourd'hui de ces questions-là pour essayer de faire mieux comprendre ce que l'on vit quand on est papa au sein d'une entreprise. Florent Rispoli, je suis DRH au sein du groupe Accor. J'ai initié la création du réseau LGBT plus Together au sein du groupe et je suis moi-même engagé en projet de parentalité GPA aux États-Unis avec mon mari. Bonjour, je suis Agnès Solastuc, responsable diversité inclusion chez Air France. Chez Air France, nous travaillons depuis de nombreuses années sur le sujet de l'inclusion des personnels LGBT en entreprise et nous avons la chance de travailler en étroite collaboration avec l'association personnelle, mais également avec l'association L'Autre Cercle pour lutter contre les stéréotypes et créer toutes les conditions nécessaires à une bonne inclusion des salariés. Alors, Franck Mollet, PNC long courrier chez Air France et responsable communication de l'association personnelle. Sébastien Coroller, steward sur long courrier chez Air France. Je suis le président de l'association personnelle et j'organise aujourd'hui avec une dizaine d'invités une table ronde sur la parentalité LGBT. Eh bien, bon appétit et merci à toutes et tous d'être à table. Merci. Merci. Alors donc on est autour de cette table pour parler d'homoparentalité, de vos parcours respectifs. Alors moi j'aimerais qu'on commence un petit peu par parler du bonheur et par parler de votre bonheur. Il y a quelques papas et quelques mamans déjà autour de cette table, donc peut-être vous pourrez commencer par prendre la parole et nous parler un peu justement de qu'est-ce que c'est que le bonheur d'être un papa ou une maman homoparentale. Vas-y. Ah bah oui, alors je suis la seule, apparemment.
Non. Ah bah non, il y en a pas mal. Non, il y en a plein. On Vas-y, est, vas-y. on est au moins deux, oui. Il y a au moins une maman. Oui, au moins une maman. C'est vrai que je suis un peu seule aujourd'hui, mais le bonheur, c'est juste, ça n'a pas de nom, mais je pense que tous ceux qui ont le bonheur justement d'être parents, que ce soit maman ou papa, voilà, c'est un bonheur quotidien, même si ça a ses difficultés, bien sûr, sans parler de ça. En plus, nous, on a des jumeaux. Moi, c'est du boulot. Oui, oui, ça a été un petit peu sportif. Allez, c'est sportif pendant 18 mois à peu près. Parce qu'après, c'est... Ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ont 8 ans. 8 ans. Ouais, ils viennent de faire... Un garçon turbulent. 2 garçons, oui, 2 garçons. Des garçons, quoi. Donc, c'est ça le truc. Je sais pas, parce que moi, j'ai déjà eu deux autres garçons auparavant qui aujourd'hui ont 32 et 30 ans. Et oui, ça m'a pas tellement changé. Eux, la seule différence, c'est qu'ils ont des centres d'intérêt communs. Donc, forcément, les chamailleries, on va dire, sont pas sur le même plan. C'est pas le petit qui veut embêter le grand, et le grand qui veut être tranquille. C'est vraiment... Donc ça aussi, c'est bien aussi, parce que 2 enfants qui ont le même centre d'intérêt, c'est quand même plus facile. C'est facile. À canaliser, c'est facilitant. C'est facilitant. Et toi, Christophe? Moi, le bonheur d'être parent, il est d'autant plus important que je craignais de ne jamais pouvoir devenir papa, parce que c'est quand j'ai découvert mon homosexualité quand j'étais très jeune, pour le coup, j'avais 10 ans, je le savais, j'en étais déjà persuadé. Je me projetais, moi j'ai 46 ans et à l'époque on n'en parlait pas du tout quand j'avais 10 ans, c'était 86, 87, on parlait pas du tout d'homoparentalité, on n'imaginait pas un jour qu'on allait pouvoir se marier, on fête les 10 ans du mariage pour tous cette année, et alors avoir des enfants, ça semblait inimaginable. Et c'est vrai que nous à la maison on était très famille et je n'arrivais pas à me projeter, à m'imaginer ne pas devenir père. Donc réussir à devenir parent, à devenir homo-parent avec mon mari Ghislain, c'est effectivement un bonheur sans doute d'autant plus fort qu'il a fallu se battre, qu'il a fallu batailler contre la société en partie, contre parfois nos propres barrières. On se dit que c'est impossible, donc on fait son deuil finalement de sa paternité, mais j'avais pas envie de faire le deuil de ma paternité, donc j'ai réussi à trouver des moyens pour devenir papa, en l'occurrence grâce à Whitney, qui est la femme qui a porté notre petit garçon aux États-Unis via une agence de mère porteuse. On aura l'occasion d'en reparler. Mais donc oui, ce bonheur-là, je le savoure à chaque instant parce que je sais qu'il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. D'accord. D'autres personnes autour de cette table donc sont en démarche donc de parentalité. Qu'est-ce qui motive cette parentalité? Comment est-ce qu'on se dit face à l'adversité, comme le décrivait Christophe, de la société, on baisse pas les bras et on se dit finalement, moi j'ai envie d'être papa, j'ai envie d'être maman. J'ai le droit en fait, c'est ça qu'on se dit en fait, et j'ai le droit aussi. Moi. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous toutes et tous autour de cette table, à se dire tiens finalement, moi je me lance et j'ai le droit aussi à ce bonheur d'être un papa ou une maman? Pour ma part, moi je suis d'une famille de 11 enfants, je suis le 8e et du coup j'imagine pas ma vie sans enfants, dans le sens où je suis 10 fois tonton, j'ai toujours été éduqué avec des enfants et puis de voir un enfant grandir, donner, transmettre, c'est quelque chose qui est magnifique. Et finalement me dire que parce que je suis homo, je ne peux pas donner la parentalité, c'est inimaginable dans ma tête. Et ça serait même une frustration, un traumatisme si j'y arrivais pas. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je souhaite et que j'ai envie de pouvoir mettre en œuvre très prochainement. Donc ça veut dire que tu reçois du soutien de ta famille globalement? Tout le monde te soutient dans cette démarche? Alors non, c'est pas une démarche qui est totalement soutenue par ma famille, bien au contraire. Mais dans la vie, il faut jamais désespérer. Et quand on a envie de quelque chose, il faut le faire pour soi et pas uniquement parce que les autres ne veulent pas. Et donc aujourd'hui, le fait de voir un enfant, c'est personnel. Et c'est une envie qui peut pas passer parce qu'il y en a d'autres qui me mettront des bâtons dans les roues. Je peux ajouter, vas-y. Je peux ajouter quelque chose parce que même si ton entourage, ta famille n'est pas favorable, en réalité, je pense que vraiment ça va changer quand l'enfant va être là. C'est-à-dire que ça va vraiment modifier leur rapport à toi et à l'enfant. Ils vont voir autre chose. Donc ne t'inquiète pas. Oui, non, je ne m'inquiète pas. Et puis dans les gens qu'on a autour de nous qui ont pu aujourd'hui
avoir cette chance aujourd'hui d'avoir des enfants, on voit bien le bonheur que ça procure et cette joie qu'il y a dans la maison continuelle. Mais c'est vrai que c'est ce que j'allais dire. Il y a eu la même chose avec le mariage pour tous. C'est-à-dire qu'au début, on se disait la famille va pas accepter, etc. Ça va bouleverser des choses. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Ça a apaisé beaucoup la société, ça a apaisé les familles parce que finalement, des gens se sont retrouvés ensemble pour célébrer l'amour. Au début, c'est quelque chose qui, pour certains membres de la famille, posait problème. En fait, ils se sont rendus compte que on est des couples comme les autres. Et pour la parentalité, c'est la même chose. Quand il y a un enfant qui arrive dans une famille, ça change tout. Ça change tout parce que la mamie, crois-moi qu'elle va vouloir aller garder son petit-fils ou sa petite-fille. C'est évident. Alors, ça apaise les choses finalement. Est-ce que c'est un peu de l'ignorance, un manque de pédagogie, un manque de connaissance par rapport à l'homoparentalité par contre, il y a quand même pas mal d'inerties de la part de la société française, et principalement sur les modes de conception des enfants. Quand on interroge sur la PMA, sur la GPA, sur le degré d'information que les Français peuvent avoir, on s'aperçoit quand même qu'aujourd'hui, alors entre les vieux réals qui pensent qu'on s'achète un enfant, alors que ça n'est absolument pas le cas, c'est avant tout une démarche individuelle, c'est quelque chose qui vient plus profond de nous. Moi je sais que j'ai un parcours de papa célibataire, mais ce parcours, l'enfant n'est pas encore conçu, que c'est déjà un bonheur, c'est un ascenseur émotionnel, enfin, c'est indescriptible. J'ai envie de dire que quelque part, on connaît quasiment ce qu'une femme enceinte peut connaître et peut ressentir. Ce bonheur-là, moi je pensais jamais le connaître, d'abord parce que, comme l'a dit Christophe, on appartient à une génération, c'est plutôt battu par le mariage. Et puis finalement, très vite, le mariage est venu d'affiliation, la parentalité. Ça allait avec. Et moi, je me souviens, parce que je militais à l'époque, donc en 2013, où il y avait une jeune génération qui nous poussait derrière en disant « Mais attendez, nous on veut tout. On veut le mariage, on veut être papa, on veut être maman. » Donc ça nous a obligés derrière à devoir justement aller vers la PMA et on l'espère un jour aller vers la GPA. Mais c'est des phénomènes qui sont indescriptibles et moi je suis très content qu'aujourd'hui on puisse nous offrir cette possibilité de devenir parents en tous les cas, qu'on même certains remettre en question nos propres rôles. Moi je pense qu'aujourd'hui on sera en tous les cas, pour ceux qui sont dans la même situation que moi, c'est-à-dire dans l'attente de la réalisation de notre gestation pour autrui, on sera de super parents. Super. Je rebondis sur PMA, GPA. Ce sont souvent des termes qui sont donc ce sont deux acronymes qui sont souvent confondus. Est-ce que quelqu'un peut peut-être nous donner une définition de ces deux termes pour qu'on comprenne bien? PMA, GPA. Alors, je rappelle les deux bouquins de Caroline, hein, qui sont donc des éléments précieux. Vas-y Caroline, je t'en prie, tu peux donner. Mais en fait, bon, PMA, ça veut dire procréation médicalement assistée. C'est-à-dire, en fait, toutes les techniques médicales qui permettent à un couple, à l'origine, plutôt un couple hétérosexuel, de pallier une infertilité. Donc, c'est l'insémination artificielle avec donneur anonyme, aujourd'hui qui n'est plus anonyme, c'est la fécondation in vitro, c'est éventuellement même le don d'embryon. C'est toutes ces techniques, en fait, qui permettent de pallier des problèmes d'infertilité. Et en fait, la gestation pour autrui, alors là, vous allez vraiment vous sentir... vous allez perdre peut-être votre fil directeur, est une technique de PMA. C'est une technique qui permet de pallier une infertilité sociale, ou pas d'ailleurs, sociale quand on est un couple d'hommes, et peut-être pas quand on est un couple hétérosexuel, qui passe par le fait d'être aidé dans son désir de faire famille, par l'aide d'une femme porteuse qui donc accepte de porter un enfant pour le couple qui ne peut pas avoir d'enfant. En fait, voilà, c'est ça en fait. Et après, si je veux être encore plus synthétique, je dirais que la PMA aujourd'hui, elle est autorisée en France à tous les couples, y compris les couples de femmes et les femmes célibataires. En revanche, la GPA en tant que technique de PMA n'est pas possible en France. Elle n'a pas été légalisée en France, mais elle a été légalisée dans de nombreux pays européens. Exactement, ni hétéro ni homo. Oui, absolument. Pour tous les, enfin, elle est possible dans un certain nombre de pays européens, le Royaume-Uni, la Belgique, la Grèce, le Portugal. Non, la gestation pour autrui n'est pas possible en Espagne. Je parle vraiment de la gestation pour autrui. Et donc voilà, il y a toute une série de pays qui l'ont légalisé. Je ne sais pas si j'ai été hyper claire. Pour les groupes nationaux, pour le pays. Au Portugal, pour les Portugais. Oui, absolument, c'est vrai. Après, je ne vais pas expliquer en 30 secondes toutes les différences Non, la problématique en fait qu'il y a sur la GPA et ce que tu disais par rapport au fait que les gens ont une certaine ignorance, par les gens en général,
les Français, c'est que on pâtit beaucoup des faux messages qui ont été envoyés, des fake news qui sont volontairement envoyés par des associations qui militent contre les droits généralement des familles homoparentales de manière globale, notamment de la Manif pour tous, qui sait pertinemment la réalité d'une GPA en France aujourd'hui et que dans la plupart des cas, ça se fait de manière effectivement très respectueuse, des GPA éthiques aux États-Unis, au Canada ou ce genre de choses. Et ils vous envoient des messages en disant que vous avez utilisé une femme dans la misère, que vous avez transformé en esclave, dans des usines à bébés, ce genre de choses. C'est de la fake news, sauf qu'au bout d'un moment, ça infuse dans le débat public et ça finit par rentrer dans la tête des gens, même s'ils ne sont pas favorables à la Manif pour tous. Oui et non en fait, parce que quand tu regardes les sondages d'opinion en France, en fait, une très large majorité est favorable à la gestation pour autrui. Donc, ce qui a été instrumentalisé, comme tu le rappelles, par la Manif pour tous, dans le cadre du débat pour le mariage pour tous, parce que c'est vraiment ça qui a été agité comme un chiffon rouge. Oui, c'est à ce moment-là, parce que avant, c'est intéressant de savoir que les Républicains avaient déposé 2 propositions de loi au Sénat en 2010 pour légaliser la gestation pour autrui. Donc le retournement, j'allais dire médiatique, il s'est fait vraiment au moment du mariage et c'est une instrumentalisation de la Manif pour tous. Et il faut apprécier que la Manif pour tous n'a un problème avec la GPA que quand il s'agit de couples homosexuels. Parce que quand ce sont des couples hétérosexuels et c'est plus d'un couple sur 2 qui a recours à la GPA en France, ce sont des couples hétérosexuels qui sont stériles, là ça ne dérange personne parce qu'il y a ce qu'on appelle la vraisemblance biologique. Quand il y a 2 papas ou 2 mamans, il n'y a pas cette vraisemblance biologique et ça défrise des associations comme la Manif pour tous, qui heureusement a quand même beaucoup perdu effectivement en influence. En tout cas, l'opinion publique n'est pas d'accord avec la Manif pour tous. Ça c'est sûr. La société n'est encore pas vraiment tout à fait mûre, donc pour voir 2 papas ou 2 mamans ensemble. Ah, je suis d'accord. Il y a une large majorité des gens qui sont favorables, enfin qui acceptent et qui ça ne pose pas de problème. Oui. C'est-à-dire que si tu replaces les choses d'un point de vue historique, en fait, ce qui va marquer l'évolution en France, ça va être la dépénalisation des pratiques homosexuelles en 1982. Pendant 10 ans, jusqu'en 90 à peu près, il ne faut pas parler d'homosexualité, il ne faut pas parler d'homoparentalité. Et c'est l'épidémie de sida qui, touchant les couples plutôt de gays, va faire émerger la revendication d'un statut pour les couples de personnes de même sexe, qui va donner le PACS. Et donc, ce qui marque vraiment le changement pour moi, c'est la dépénalisation de l'homosexualité, parce que les homosexuels eux-mêmes commencent à se dire qu'ils peuvent devenir parents. Les femmes et les hommes commencent à se dire on peut devenir parents. Comme le disait Christophe, on y a droit. Et vraiment, le démarrage de l'homoparentalité, c'est les années 90. Et c'est ensuite, comment dire, la légalisation du mariage, l'ouverture du mariage civil, qui va, en fait, c'est un effet performatif de la légalisation du mariage. C'est-à-dire, ça normalise d'une certaine façon nos familles, nos couples et nos familles. Et donc les familles. Et donc aujourd'hui, réellement, je vois quasiment, je ne vois pas d'opposition, que ce soit à Paris ou ailleurs, face à des couples de femmes ou des couples d'hommes qui ont des enfants. Ça peut arriver, mais c'est rare. Ça devient plus rare. Et la question du mariage était principalement celle-là, c'était celle de la filiation qui posait des difficultés. C'était pas le point finalement qu'on ait un acte transcrit dans le code civil qui soit modifié. Problème. C'était principalement, on a encore vu avec l'émission d'hier soir au quotidien où d'ailleurs Christophe était interrogé, on voit bien qu'à un moment donné, c'est la question de l'enfant qui devient centrale. Parce que c'est ça qui a mobilisé à un moment donné, ils ont utilisé en tout cas ce prétexte-là entre guillemets en disant attention, c'est un danger pour les enfants. C'était une réussite, finalement le mariage n'était que l'aboutissement du PACS, quelques années après. Mais dans le pacte, il n'était pas du tout question de parentalité ni de cofiliation. Là, pour la première fois avec le mariage, on passait un pas supplémentaire. C'était la filiation et la parentalité. Et ça, ils n'en voulaient pas, en fait. On pouvait d'ailleurs se marier autant que l'on voulait. Ça ne posait aucune difficulté. Mais ils savaient qu'on ouvrait systématiquement la porte à l'adoption, que derrière, on aurait demandé la PMA et qu'on demandait la GPA. Et on le voit bien aujourd'hui. Rapidement, derrière, l'adoption a été faite. Mais la PMA, il a fallu attendre quasiment une dizaine d'années pour qu'elle soit légiférée en France. Oui. Donc, il était bien, la question de l'enfant était centrale. Elle est centrale, mais tu vois qu'aujourd'hui, en réalité, elle est parfaitement, elle est même légale, de sorte que ça fait son chemin en réalité. Donc, les familles homoparentales aujourd'hui, elles existent, elles sont protégées par le droit. Question autour de la légalisation de la GPA en France, c'est ça, le dernier bastion. Je dirais, la question de la légalisation de la GPA en France, selon nos valeurs, nos principes à nous et nos critères médicaux,
comme elle peut être légalisée à l'étranger de façon très, très claire et très respectueuse en fait de tous les protagonistes qui participent à ce processus, comme toi ou comme toi, dans des pays très différents. Parce que c'est effectivement totalement légalisé en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. On peut pas vraiment dire que ces pays-là soient d'affreux pays qui oppriment les femmes, c'est pas vrai. Donc, en Belgique, vous avez un centre, le CHU Saint-Pierre notamment, qui a mis en place le processus de GPA à partir de 1997, à partir d'un mouvement très empirique. Et c'est vraiment intéressant de voir comment ils font. Et ensuite, il y a un processus juridique pour que l'enfant soit légalement l'enfant de ses parents. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Dans l'absolu, ça va peut-être mettre du temps. Les oppositions. En fait, le problème, c'est que les oppositions sont pas forcément extrêmement nombreuses, mais elles sont extrêmement virulentes. Et ça fait un peu peur, je pense, aux politiques. Elles sont agissantes. Exactement. Et ça, les politiques ont peur généralement de ce genre de personnes-là qui sont trop agitatrices. Dans l'entreprise, Agnès, on note aussi cette bascule après le Pacs ou après le mariage pour tous dans la prise de conscience de ce que peut être une famille homoparentale au sein d'une entreprise. On a noté ces deux changements également. C'est clair que l'entreprise, elle est forcément connectée aussi aux évolutions de la société, donc elle ne vit pas dans un monde clos, elle voit que les choses évoluent, et parfois même elle est en avance de phase vis-à-vis par rapport à la société. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais d'ascenseur émotionnel, c'est vrai que ce qui est important dans l'entreprise, c'est de trouver aussi un cadre bienveillant qui va pouvoir accompagner justement toutes les familles, et pas seulement le modèle traditionnel de la famille, donc vraiment tous les couples, y compris les couples homoparentaux, avec un accompagnement extrêmement individualisé. Et ça, c'est important, c'est d'accompagner chaque situation avec tous les outils dont on dispose dans le monde RH, mais c'est une démarche qui prend du temps aussi, ça s'étale sur plusieurs mois, voire plusieurs années parfois, et donc pouvoir donner aussi la possibilité aux salariés de vivre cette période la plus sereine possible, donc pouvoir vraiment rentrer dans cette démarche de façon sereine, ça c'est important. Et puis l'accueil de l'enfant aussi, l'entreprise. L'accueil de l'enfant derrière, c'est clair. Après, le congé parental, le congé paternité. Et c'était important de noter aussi que le fameux congé paternité qui a été étendu à 25 jours très récemment, c'est important aussi de préciser qu'il a été ouvert aux deux parents. Et ça, c'était pas si évident. Et c'est vrai que même en regardant la loi, on avait du mal à comprendre ce qui était possible de faire ou pas. Donc chez Air France, on a décidé de le donner de facto au deuxième père, mais c'était pas si évident de ça de comprendre où se situe la loi par rapport à ça. Donc peut-être que vous pouvez nous éclairer. Non, en fait, moi je pense que les entreprises, elles peuvent toujours faire plus que la loi. C'est souvent le cas. C'est toujours le cas. Et pour le cas, non, c'est pas toujours le cas. Dans ces questions-là, c'est souvent le cas. Je pense que Air France vraiment a une position extrêmement ouverte. Et moi, je pense qu'il faut interpréter toujours la loi de la manière la plus ouverte possible et de la manière la plus, j'allais dire, qui permet de protéger les familles d'une façon générale. Voilà. Pour moi, ça, c'est la position juste. Il y a d'autres entreprises qui ne font pas comme Air France. Mais c'est bien la position qui a été prise. Et c'est vrai que dans tous les textes, on a repris. Donc, c'est vrai qu'avant, on parlait du père, de la mère. Après, on a systématiquement changé en parlant des deux parents. En réexpliquant aussi à tout le réseau RH, c'était pas évident. Parfois, il y a des incompréhensions. C'est pas forcément de la volonté de pas faire, mais de la méconnaissance aussi par rapport au sujet. Si je peux, il y a l'ignorance dont tu parlais, l'ignorance, comme tu disais, qui est aussi présente en entreprise. Moi, je suis DRH au sein du groupe Accor. Je suis en parcours de GPA aux États-Unis. Et effectivement, ça m'a amené à constater en fait les droits qui étaient pas équivalents entre des couples hétéros et des couples de même sexe. Et ma position m'a permis d'aller porter le sujet, pas de la GPA, mais en tout cas de l'accueil de l'enfant quand il était arrivé. Et c'est plutôt ce prisme-là qu'on a mis en place, enfin qu'on a porté chez Accor en disant finalement l'enfant a droit au même accueil, quelle que soit sa façon d'avoir été procréé et cette configuration familiale. Et on est allé au-delà même des 20 jours du congé paternité qui reste, on va dire, le cadre légal. Et chez Accor, on propose 10 semaines de congé, qui est un peu le congé post-natal d'une femme qui aurait pu accoucher. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui le font, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas idée de le faire. Ça se fait généralement au bon vouloir à l'intérieur de l'entreprise, quand il y a quelqu'un qui pousse, exactement, quelqu'un qui pousse en interne, c'est ça qui fait quelque chose. Parce que c'est des humains, les entreprises, et c'est l'humain qui fait la différence. Ce qu'on voit aussi, c'est que, parce que du coup, moi, j'ai benchmarké dans beaucoup de boîtes, et en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont filiales de boîtes américaines, qui ont déjà des exactement. C'est ça, les boîtes américaines, même basées en France, elles ont des dispositifs qui sont mis en place. Alors, est-ce que ce sont les associations LGBT d'entreprises, finalement, qui peuvent avoir un rôle? Est-ce que ce sont les associations
elles peuvent pousser quelque part sur ces thématiques-là et est-ce qu'elles ont quelle est leur responsabilité? Association et réseau. Et réseau, oui, bien sûr. C'est tout le travail chez nous, Gare, donc au sein de SNCF aujourd'hui, c'est une entreprise pure française. C'est une entreprise où on travaille régulièrement avec nos dirigeants pour pouvoir faire avancer les droits, parce qu'aujourd'hui, au niveau de nos dirigeants, c'est quelque chose qui n'est pas légal, la GPA, donc ils peuvent pas en tant que tel dire on autorise les congés ou autre. Ils pourraient, mais la position du la position, c'est on le fera au cas par cas et on va voir comment est-ce qu'on peut, mais ils sont pas du tout opposés de le faire. Parce que ça aussi, ça vraiment un GP. Ouais, mais moi, il y a une solution en réalité, quelque chose qu'il est parfaitement possible de porter, c'est que, et c'est vraiment du point de vue de l'enfant. On ne peut pas traiter différemment un enfant en raison de son mode de conception. Ça, c'est vraiment la jurisprudence en plus de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, vraiment, la SNCF c'est ça l'argument qu'il faut porter en fait, pour que tous les enfants, quel que soit leur mode de conception, soient accueillis de la même manière. Et donc, ça veut dire que les parents, quels qu'ils soient, peuvent avoir accès au même congé. Ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est tout le travail qu'on fait avec eux en partenariat, donc nous, Gare, et la direction de l'entreprise, et qui n'est pas du tout opposé. Donc c'est vraiment. Mais on est comme dans toute entreprise, c'est des choses. Il y a des besoins en fait. Il faut faire avancer les mentalités et autres, expliquer qu'est-ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, voilà, qu'il y a plein d'autres entreprises qui le font déjà en fait. C'est vraiment. Il y a beaucoup plus d'entreprises. J'ai participé à un débat il y a pas longtemps justement sur France Info à ce sujet-là. Il y a énormément plus d'entreprises privées. Les entreprises publiques sont très en retard sur parce qu'ils mettent toujours en avant, non, parce que ça n'est pas dans la loi française, donc l'entreprise publique ne peut pas aller plus loin que, et c'est idiot, hein. D'abord, c'est pas idiot, c'est d'abord c'est totalement faux, en réalité. N'importe quelle entreprise peut aller plus loin que le seuil défini par la loi. Ça, c'est le principe, enfin, c'est vraiment un principe de droit français, ça, en réalité. La hiérarchie des textes. Et puis, il y a quand même une c'est pas une histoire de hiérarchie des textes, c'est que toi en tant que entité, tu as la possibilité d'offrir plus de droits. Jamais personne ne va te reprocher d'offrir plus de droits que le texte minimum. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et pour le coup, la jurisprudence de la CEDH sur la non-discrimination, et il faut l'utiliser à fond la caisse. Il y a quand même une question qui m'interpelle, c'est que quand on fait la déclaration de naissance de notre enfant, enfin, on fournit pas le mode opératoire de la façon dont on l'a vu. Donc, c'est pour l'autre père. Oui, d'accord, mais néanmoins, c'est celui pour la question de la biologie en France, c'est notre processus. Oui. C'est la raison pour laquelle. Non. Développer peut-être ce point, Christophe, pour qu'on comprenne bien justement par rapport à l'autre père dans la démarche. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, notre petit garçon est né aux États-Unis. Sur son acte de naissance américain, les deux papas apparaissent, sauf qu'il y a un père qui est le géniteur et l'autre qui est ce qu'on appelle un parent d'intention. Aux États-Unis, on dit intended parent. C'est pas marqué sur l'acte de naissance. T'as rien marqué sur l'acte de naissance. Non, c'est marqué sur. Non, c'est pas marqué sur l'acte de naissance américain. Sur l'acte de naissance américain, mais sur les actes de naissance français, c'est pareil. Il n'y a pas aucun d'entre nous, on a sur nos actes de naissance l'indication que notre mère c'est notre mère biologique et notre père c'est notre père biologique. Sauf que l'acte de naissance américain n'est pas valable directement en France quand il s'agit de deux hommes, à moins de. Non, mais il est utilisable, mais tu ne peux pas. Donc il est valable. En fait, non, mais il y a une espèce d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'en attendant que la France puisse statuer sur le cas de ton enfant, le seul acte de naissance dont tu disposes est l'acte de naissance américain. Donc c'est cet acte de naissance qui te permet d'avoir les papiers de l'enfant, le passeport et la carte d'identité, d'avoir l'inscription à la sécurité sociale par exemple. Donc on est dans une espèce d'énorme hypocrisie, sauf que cet enfant en fait n'existe pas à l'état civil. C'est là en tout cas il n'y a pas de filiation, si tu préfères. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de filiation dans la loi française. Excuse-moi, tu te trompes. Alors pourquoi les gens font l'exéquature? Mais non, mais ça c'est juste pour donner de la sécurité psychologique au couple. En réalité, tu n'as pas besoin d'avoir un acte de naissance français pour ton fils ou ta fille qui est née par GPA à l'étranger, mais demain à couper. La Cour de cassation le dit noir sur blanc. Du coup, à quoi ça sert? Ça rassure les gens. C'est juste ça, c'est pour ça qu'on vous paye. Mais c'est important de rassurer en fait les couples. Crois-moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Je dis pas le contraire. Voilà. Donc ton argent, tu mets pas. J'ai vexé l'avocate. Mais là,
Tu peux pas m'avoir vexé. Je suis pas ton avocate. Non, mais du coup, non, mais ce que j'ai du mal à saisir, en revanche, c'est quand tu arrives en France avec l'acte de naissance américain. Absolument. T'as demandé ton passeport français pour ton fils. Voilà, il a eu son passeport en un mois et demi. S'il n'était pas valable ton acte de naissance, jamais tu aurais eu de passeport. Ça établit la filiation. Ton fils, il est français parce que sur son acte de naissance, il y a 2 parents français. Mais on ne peut pas l'inscrire, en revanche, sur le livret de famille. Oui, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est juste symbolique aussi. C'est symbolique. Ça n'a aucune importance parce que le livret de famille, c'est la compilation de tous les actes d'état civil. Or, quand tu as un acte de naissance étranger, effectivement, tu ne peux pas le mettre sur le livret de famille, qui est un document français. On peut vivre très bien sans livret de famille, c'est pas une obligation. Oui, il y a des gens qui les perdent. Il n'y a pas pour des démarches administratives, on demandera. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Le livret de famille, c'est j'ai recopié l'acte de naissance du père, l'acte de naissance du deuxième père, le cas échéant, ou l'acte de naissance du père, l'acte de naissance de la mère, et l'acte de naissance des enfants, le cas échéant. C'est tout. Ce n'est pas, ça n'établit pas les droits. Les droits, ils naissent dans nos actes d'état civil. Moi, ce qui fait ma filiation, c'est mon acte d'état civil. Toi, ce qui fait ta filiation, c'est ton acte de naissance. Ton fils, ce qui fait sa filiation, c'est son acte de naissance américain, avec 2 pères. Et ça, hors mariage, hors taxe, hors tout ça, d'accord. Il y a une déconnexion totale entre la protection du couple, donc le statut conjugal, on va dire, et la filiation. Ce sont 2 choses qui sont aujourd'hui, en droit français, devenues totalement indépendantes. Tu n'as pas besoin d'être marié, tu n'as pas besoin d'être marié. Mais du coup, ils n'ont pas besoin de faire une adoption. Mais pas du tout, ils n'ont pas besoin de faire une adoption, il n'y a aucune manière il n'y a aucune raison de faire non, mais là, non, parce que le droit du deuxième père. Pardon, mais le droit du deuxième père, il est fondé sur l'acte de naissance américain. Il est valable en France. Alors pourquoi certains pays n'autorisent pas la retranscription des 2 pères sur le... Mais parce que ça, c'est... Alors, vous voulez que je vous explique pourquoi le plan? Non, mais là, on va aller dans le dur. La loi du 2 août 2021 a interdit la transcription du deuxième parent. Voilà, ça c'est l'article 47. Pour des raisons politiques, où tu as un président de la République qui avait besoin d'avoir le soutien de la majorité de la droite, donc ils ont concédé le fait d'interdire la transcription pour le deuxième parent, mais la transcription, je ne cesse de le répéter en long, en large et en travers, ce n'est pas une mesure d'établissement de la filiation, et ce n'est pas une reconnaissance de la filiation établie à l'étranger. La filiation, elle est établie à l'étranger dans l'acte de naissance étranger. Et voilà, c'est absolument sûr. Et pour certains pays, elle peut être complètement différente. Sur certains actes de naissance, la mère peut continuer d'y figurer. Moi, en Colombie, par exemple, il y a un principe qui s'appelle l'impugnation. Donc, à la naissance de l'enfant, on va faire un test génétique. On va bien comprendre qu'en fait, comme la mère, c'est pas la mère biologique, donc le test sera négatif. Et en fait, c'est le droit du sang en Colombie qui prime. Donc, le principe d'impugnation va être prononcé par un juge. Et la mère porteuse sera rayée et retirée donc, du certificat. Et tu seras tout seul sur l'acte de naissance parce que tu es le père génétique et que le droit colombien se fonde sur la génétique. Ce que ne fait pas le droit français. En droit français, on n'est pas parent par la biologie ou la génétique, on est parent parce qu'il y a une règle de droit qui dit qu'on est parent. Exemple, le mari de la femme qui a accouché, il est le père justement par cette présomption de paternité parce qu'il est marié à la femme qui a accouché. Mais dans exactement. Il faut faire des tests génétiques, on serait surpris. Ça peut être le mauvais facteur, ça peut être le voisin. Voilà, exactement. Tout ça que de la théorie. Autre exemple, normalement, quand on n'est pas marié avec la femme qui a accouché et qu'on est l'homme, pour que la filiation soit établie à l'égard de l'enfant, il faut que le père reconnaisse l'enfant. N'importe qui, enfin, tu peux avoir. N'importe qui peut le faire. Tu ne dois pas venir devant l'officier d'état civil avec un test génétique. Bien sûr. C'est déclaratif. Et on considère que on n'a pas à vérifier que tu es le père biologique parce que c'est l'intérêt de l'enfant d'avoir un père. Voilà. La reconnaissance conjointe aujourd'hui, depuis la loi du 2 août 2021, un couple de femmes qui a recours à une PMA en France ou à l'étranger, elle fait une reconnaissance conjointe devant un notaire. Ensuite, les 2 femmes vont faire une PMA, un enfant va naître, donc l'une des femmes va accoucher. Eh bien, pour la déclaration de naissance, on va aller voir l'officier d'état civil avec le certificat d'accouchement et la reconnaissance conjointe. Et là, l'officier d'état civil français, il va faire un acte de naissance pour l'enfant
Donc il y a le nom de l'enfant et il y a le nom de ses deux mères, à égalité. Voilà. Donc c'est parce qu'il y a cette règle de droit que la filiation a été établie, rien d'autre. Dans certains cas, avant, il fallait adopter, ça dépend, c'est très variable, mais enfin, je vous donne les grandes lignes. Donc, si on imagine le pire, dans cette situation, si un des parents devait décéder, l'autre automatiquement se retrouverait bénéficier des parents totalement. D'accord. Mais nos parents sont ceux qui figurent sur notre acte de naissance. Et notre acte de naissance, c'est quelque chose d'essentiel, parce que ça définit notre identité en tant que moi, par exemple, je m'appelle Caroline Mécari, je suis née machin, et ça définit ma filiation à l'égard de Christiane Roux, qui était ma mère, et de Paul Mécari, qui était mon père. Et il n'y a aucun autre document au monde qui peut prouver mon identité et ma filiation. D'accord. Et c'est pareil pour vous. C'est pareil. Et c'est pareil pour ton fils. Et de la même façon, quand on fait un processus en papa célibataire, comme on l'appelle, par exemple, en Colombie, on lui demande un tuteur au cas où il nous arriverait quelque chose, parce que tout simplement, la charge de cet enfant ne va pas revenir à la mère porteuse. Donc, moi, à titre personnel, j'ai désigné 2 personnes, si jamais il m'arrivait quelque chose, notamment un couple d'amis qui sont des jeunes mariés, avec lequel voilà, j'entretiens une amitié depuis des années, où je sais que s'il m'arrive quelque chose, cet enfant sera pris en charge et sera considéré même peut-être comme le leur. Donc tout a été pensé quelque part pour que justement les intérêts de l'enfant soient préservés, contrairement à ce que certains fantasmes sont entretenus par la Manif pour tous ou certains lobbies. Enfin, moi, si je peux juste ajouter une chose sur la question du désir d'enfant, parce que ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier, et je vois de très très nombreux cas. Moi, je pense que le désir d'enfant d'une personne célibataire ou d'un couple hétérosexuel, 2 femmes ou 2 hommes, il n'y a rien qui l'arrête. Après, on voit comment on règle éventuellement les questions. Et aujourd'hui, en fait, quelle que soit la situation de base, il y a toujours des solutions juridiques pour que la famille et que l'enfant soit protégé. Ça, c'est vraiment très important de le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours facile, mais il y a toujours des solutions qui permettent la protection juridique de l'enfant, qui permettent à l'enfant d'avoir vraiment ses 2 pères, ses 2 mères, ou son père et sa mère. Et puisqu'on parle de famille, est-ce que chacun et chacune d'entre vous a été très ouvert par rapport à votre envie de parentalité envers vos familles? C'est quelque chose dont vous aviez parlé avant? C'est quelque chose que vous amènerez au fur et à mesure, au fil de l'eau? C'est quelque chose que vous imposerez? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ce rapport à votre famille, à vous? Personnellement, moi, pour l'instant, ma famille n'est pas au courant de notre projet de parentalité. On a quelques amis qui sont au courant, une sœur potentiellement qui est au courant parce qu'elle se doute un peu des choses, mais nos parents en tant que tels ne sont pas au courant, tout simplement parce qu'en fait c'est un parcours du combattant et qu'en fait, on le disait tout à l'heure, il y a des ascenseurs émotionnels qu'il faut gérer. Il faut les protéger. Tu peux les protéger. Voilà, c'est ça. Les protéger et puis potentiellement, moi je connais mes parents. Ah, je ne veux pas te rajouter une pression supplémentaire. Je ne veux pas me rajouter une pression et puis j'ai pas envie de gérer leur propre corps émotionnel. Donc, d'abord le mien, et puis comme un couple hétéro, en fait, on leur annoncera au bout de 3 mois, quand on sera un peu plus sûr, on va dire, voilà, il serait papier mis. Mais pour l'instant, on préfère en fait garder un peu sous silence. Mais les parcours sont difficiles. Tu as quand même parlé un peu du fait que tu pourrais devenir père par la gestation pour autrui ou pas avec tes parents? Alors, sans leur dire que tu es dans le processus, hein, parce que tu verras qu'en fait ils seront très heureux, je pense. Oui, j'en suis persuadé qu'ils seront très heureux, mais surtout vraiment les émotions qui sont à gérer. Effectivement, lorsqu'il y avait tous ces débats sur la PMA, eh bien, mes parents sont venus, c'est drôle, parce que la PMA, en fait, c'est pour les femmes et les hommes. C'est ça. Les hommes et vous, alors, on verra. Bon. Voilà, mais non, oui, je vais essayer d'être suffisamment ouvert, je suis pas très inquiet là-dessus, en fait. Et nous, à l'inverse, on a été extrêmement transparents sur toute la démarche. Et effectivement, c'est l'ascenseur émotionnel, que ce soit dans la famille ou dans le travail. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme un acte à la fois militant et pédagogique. Parce qu'en fait, ce que tu disais, les gens ne savent pas que la donneuse n'est pas la même. Exactement, pas la même femme. C'est très basique. Et dans le travail, c'est quelque chose, et avec ma famille, alors oui, il faut gérer les ascenseurs émotionnels, mais en même temps, avec nous, notre parcours de GPA n'est pas si simple que ça.
Et donc oui, ça crée des moments où il faut partager les difficultés et en même temps ils se rendent compte qu'effectivement aussi, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Mais les parcours de GPA ou de PMA sont jamais simples. Enfin, voilà, c'est-à-dire que. Non, ils sont déjà. D'abord, ils sont longs dans le temps. On peut avoir des aléas. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, les parcours de parentalité, même pour les couples hétérosexuels, sont compliqués. Il y a quand même énormément de femmes qui ont recours aux fécondations in vitro. Donc aujourd'hui, avoir un projet parental, ça peut être compliqué dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui et avec les problèmes de stérilité qui peuvent exister. Mais ce qui est sûr, c'est que, et moi je m'en suis rendu compte avec le livre que j'ai écrit quand je suis allé faire des séances de dédicace, le nombre de futures grand-mères que j'ai vues et qui sont venues et qui nous ont dit, mais vous imaginez pas à quel point, je vous ai vu dans une émission de télé en parler, je me suis dit, mais je vais pouvoir être grand-mère, moi j'ai mon petit garçon qui a, mon fils pardon, qui a 18, 19, 20 ans et je me dis, je serai jamais grand-mère. Et ben vous ouvrez le champ des possibles. Ça ne veut pas forcément dire qu'il aura un projet de parentalité parce qu'il aura peut-être pas envie, mais montrer aux gens que c'est possible. Et ça, c'est à la fois le rôle de temps en temps des personnalités quand elles peuvent s'exprimer là-dessus, c'est le rôle des entreprises, au sein de l'entreprise, qu'on comprenne que l'entreprise peut être un lieu accueillant, bienveillant, qui peut aider aussi et soutenir, parce qu'effectivement, quand on décide de se lancer dans un projet de GPA, il faut, ça veut dire qu'on va avoir des déplacements à l'étranger potentiellement plusieurs fois pendant la grossesse, ça veut dire que au moment où on apprend que l'enfant va naître, on va peut-être partir un peu avant ce qu'on avait prévu, il faut pouvoir partir du jour au lendemain et que l'entreprise soit ouverte à cette question et qu'elle se dise pas au dernier moment, pourquoi il est plus là du jour au lendemain. Et ça, c'est aussi le rôle social et sociétal de l'entreprise. Tu étais transparent, toi, chez TF1 par rapport à toutes ces problématiques? Oui, j'ai été transparent, mais j'étais le premier, en fait, à poser ces questions-là en interne à TF1. Ils n'avaient jamais été confrontés à cette question de la GPA, donc j'ai un peu essuyé les plâtres. Autant te dire que moi, j'ai pas eu de... Ils m'ont dit, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vu le mec de la RH, il s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, moi, j'ai pas eu de jours de congé spécifiques, donc j'ai pas pris de vacances pendant un an pour pouvoir... parce qu'évidemment il faut s'arrêter au moins un mois et demi, 2 mois pour partir aux États-Unis au moment de la naissance de votre enfant. Donc moi j'ai pas eu et dans la foulée, quelques semaines après, quelques mois après, ça a changé et aujourd'hui les couples de garçons qui sont en GPA ont le même nombre de jours de congés exceptionnels que les couples qui sont adoptants par exemple et qui vont adopter un enfant. Donc je sais plus, je crois que ça représente 20 jours, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de jours qui sont offerts. Après, il n'y avait aucun problème pour la reconnaissance à la fois de mon mari et de mon petit garçon au sein de l'entreprise. Ça n'a pas posé de soucis. Mais je me suis aperçu que je venais un peu perturber un système et c'est juste... Effectivement, il n'y avait pas on va dire d'homophobie, c'est juste, on s'était pas posé cette question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et dans un premier temps, on savait pas, donc voilà, et ça avance, ça évolue, mais il faut toujours un qui essuie les plâtres, c'était moi le premier en l'occurrence. Alors donc, c'est l'heure du café. Tout se passe très très bien autour de cette table. On s'est pas battu encore. On s'est pas battu, personne n'est parti en courant. Personne n'est parti en courant. Alors, on va peut-être aborder plus la thématique de la parentalité chez la jeune génération. Et toi, Kylian, peut-être que tu as quelque chose à nous dire en particulier. Oui, c'est vrai que j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, Christophe, et ce que tu as dit hier dans le reportage qui avait été diffusé, effectivement. C'est que, toi, tu exprimais que quand tu étais plus jeune, ça paraissait, se marier, ça paraissait impossible. Inaccessible. C'est ça, inaccessible. Pareil pour le fait de fonder une famille, etc. Et c'est vrai que moi, de mon jeune âge, j'ai 21 ans, c'est pas aussi compliqué parce que je me dis pas que tout est simple dans le parcours de parentalité, etc. Mais je me dis pas que c'est inaccessible ou impossible, justement. Et c'est vrai que c'est en ça aussi qu'on voit que la société est quand même en train d'évoluer. Il s'agit pas de dire que tout est parfait, mais je vois ça avec un œil un petit peu plus rassuré que toi, par exemple, tu devais le voir, je pense, quand tu étais plus jeune. Sans faire aucune offense sur la... Non, mais je ne prends pas mal, je pourrais être ton père, donc je demande un petit peu un peu de respect quand même pour ton maternel. Non, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, le champ des possibles est beaucoup plus ouvert. On voit que la société est plus ouverte. Moi, au moment du mariage, ce qui m'a le plus effectivement touché, c'est quand on te remet le livret de famille qui est écrit République française, qui a toutes les pages avec premier enfant, deuxième enfant, ça va jusqu'à 8 je crois, donc j'en suis pas là. Mais ça me semblait inimaginable quand j'étais gamin. Et je me dis aujourd'hui, les ados qui se découvrent au mot savent que c'est possible. Ce sera peut-être compliqué, mais c'est possible. Non, c'est ça, mais c'est possible et en ça, c'est quand même assez rassurant. Est-ce qu'on a envie de dire que c'est grâce aux associations d'entreprises, Agnès, que tout ça est possible? C'est sûr, ça y fait beaucoup. C'est vrai qu'avec Share France, on a la chance de travailler en étroite collaboration avec personnel depuis de nombreuses années. C'est vrai que ça challenge les représentations. On bosse beaucoup ensemble sur les stéréotypes, sur les biais.
Il y a beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'événements, donc forcément, c'est une co-construction et ça participe de l'avancée des mentalités. C'est évidemment hyper important de pouvoir s'adosser à des associations en interne. Et merci aussi pour tout ce que vous faites au quotidien, c'est clair. Bon, c'est vrai que nous, chez Personnel, on a pris le parti pris de travailler avec la direction et pas contre. Ça fait 23 ans qu'on travaille avec Air France. On a toujours décidé de proposer des alternatives et des solutions plutôt qu'être tout simplement dans le contre de l'entreprise. Et on se rend compte aujourd'hui, en étant autour de cette table, que c'est probablement autour du dialogue et autour de l'échange qu'on arrive à faire évoluer les mentalités. Et si c'est la jeune génération qu'on voilà, c'est ça, on aura fait notre travail. Mais par rapport, pour le coup, comme Manoa et comme Adrien, moi je suis partie de l'association de gare, donc par rapport à la SNCF, et c'est vrai que c'est la stratégie qu'on a adoptée aussi, d'essayer de discuter avec la direction sur un certain nombre de points. Donc c'est vrai qu'en tant qu'association, on a quand même l'avantage de pouvoir dire ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, on n'est pas restreint en se disant que ça va pas être possible ou que ça va pas être apprécié. On dit ce qu'on pense et après on essaie d'en discuter. Donc il s'agit pas de dire que tout est parfait, parce que je pense que sinon peut-être qu'on n'existerait même plus. Loin de là. Mais par contre, c'est vrai que faut maintenir ce dialogue-là, et je pense que c'est ensemble qu'on arrive à essayer de construire des choses et de faire progresser nos droits dans la société. Mais ceci dit, c'est assez important et c'est même primordial, parce que je pense que si j'avais pas été salarié de Hop Air France, jamais je n'aurais eu ce parcours de parentalité, parce que aujourd'hui, je le vois avec l'arrivée à l'époque de Pierre-Olivier Bordet, d'Olivier Mazzucchelli, maintenant d'Hervé Bourri, toutes les politiques de diversité qui sont mises en place dans l'entreprise. Comme le disait tout à l'heure Christophe, quelque part, j'ai envie de dire que on continue le travail de visibilité qu'on a commencé, parce qu'on est visible en tant qu'homosexuel. Maintenant, on est visible en tant que parents, de parents qui assument leur GPA. Et c'est vrai que quelque part, aujourd'hui, on parle beaucoup d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais si on n'a pas une société inclusive, si on n'a pas des politiques RH sur la diversité qui nous aident, tout ça ne serait pas rendu possible. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'y vais sereinement, parce que je sais que j'ai une direction, je veux pas dire qu'elle m'accompagne, mais qui est bienveillante. J'ai des collègues qui vivent quasiment en même temps que moi cette parentalité pratiquement. C'est juste extraordinaire, parce que finalement, dans une entreprise qui peut-être il y a quelques années n'est pas du tout gérée sur le plan des ressources humaines de la même façon, comme l'a dit Anne Rigal, Air France est ouvert sur le monde, eh bien on est ouvert sur les autres. Et donc cette ouverture sur les autres, c'est au quotidien, dans nos services, dans nos entreprises, sur nos sites. Et je trouve ça assez extraordinaire, parce que c'est vrai que déjà qu'on vit, comme je l'ai dit, des ascenseurs émotionnels, mais le fait justement de rendre visible, et puis en même temps cette visibilité, d'expliquer ce qu'est cette gestation pour autrui, en gommant les fantasmes, en gommant les a priori, finalement quelque part, j'ai envie de dire, on continue par notre parentalité à être des militants. Et je crois que je n'aurai de cesse de toute ma vie, et même à ce futur enfant, de lui faire comprendre qu'il faut être militant. Il faut être militant pour des causes multiples, et encore plus quand elles vont vers la diversité, la lutte contre les discriminations. Mais non, franchement, si ça aurait peut-être pas été possible dans d'autres entreprises, merci Air France, merci Hop, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un bonheur qui nous est offert par des moyens, par des politiques qui sont mises en place. Il n'y a pas de distinction entre les parents, et en tous les cas, c'est la permission du bonheur qui nous est offert. Et moi, je rebondis que la thématique de cette table, elle était grandement inspirée par mon parcours, parce que c'est vrai que donc il y a référent de Personnel chez Hop, et on a été un peu percuté par ta GPA chez Personnel. Tu es arrivé en nous disant je me lance, donc on s'est dit waouh, quel courage, quelle ambition. Donc moi ça m'a obligé à réfléchir. Qu'est-ce que c'est que la GPA aujourd'hui? J'en savais quelque chose, mais je me rendais compte qu'il y avait quand même beaucoup d'incertitudes, d'où la proposition de cette et lutter contre un préjugé qui est que j'ai le droit à la paternité même si j'ai 48 ans et que je suis pas célibataire. Et ça, c'est quand même important, parce que ça rappelle un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure. On a l'impression qu'en France, il faut être marié ou être en couple pour avoir le droit à la parentalité, une filiation. Eh bien non. Et puis en même temps, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour devenir parent. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de le rappeler, que ce droit au bonheur nous est permis. Et ben on te le souhaite, et on vous le souhaite à toutes et tous. Alors, avant qu'on clôture, parce que ça fait déjà plus d'1h20 qu'on se parle, est-ce que, de façon impromptue, quelqu'un veut préciser quelque chose dans le cadre de l'entreprise? Moi, je voudrais revenir sur quelque chose au-delà du fait de pouvoir accompagner les gens qui se lancent dans des projets comme des projets de parentalité. Il faut bien comprendre l'importance de traiter ces sujets-là au sein de l'entreprise, de visibilité, d'inclusion. Parce que même pour les gens qui ne sont pas directement concernés, peut-être
l'un des employés Air France qui aura entendu parler de ton projet va mieux comprendre son propre enfant quand il va se découvrir homo, il va se dire que c'est possible. Rappelons-nous aujourd'hui quand même que la première cause de tentative de suicide chez les adolescents, c'est l'homosexualité et l'homophobie, le harcèlement homophobe. On peut penser au petit Lucas, il y a pas si longtemps, qui a été à la une de l'actualité. Et évidemment que les entreprises ont un rôle prépondérant à jouer, un rôle fondamental, parce que on y passe énormément d'heures toute la journée, et si jamais on arrive à dédramatiser ces questions-là, eh bien ce sera aussi dédramatisé pour tout un tas de parents qui à la maison feront passer ce message-là à leur enfant qui se découvrira homo et qui peut-être n'aura pas l'impression d'être un paria de la société, parce qu'il verra que bah non, on peut être intégré, on peut être heureux, on peut vivre sa vie au sein de l'entreprise, vivre sa vie familiale aussi, et ça c'est très important. Il faut bien comprendre que effectivement une entreprise, au-delà de faire gagner de l'argent au patron, c'est un lieu social, c'est un lieu où toute la société se retrouve, et chacun a un rôle à jouer, donc il faut être bien conscient du rôle que chacun peut jouer pour faire avancer la société, qu'on soit ou pas des gens qui puissent avoir une parole publique, chacun peut faire avancer les choses à son niveau. C'est vrai qu'on a souvent des parents effectivement qui viennent nous voir. Il y a 2-3 ans, on avait fait une conférence sur le sujet. Il y avait énormément de parents, enfin de salariés, parents d'enfants qui donc étaient homo. Ouais. Et c'était hyper important de pouvoir aussi discuter avec ses parents qui parfois pouvaient être perdus, et il y a vraiment un échange qui se crée dans les s'ils voient qu'il y a de la bienveillance, ils pourront en parler à leurs collègues de travail, et ils se sentiront pas jugés, ils ne cacheront pas parce qu'il n'y a pas à se cacher. C'est hyper important ça. Mais à chacune de nos actions, en fait, on rencontre des salariés. Quand on fait par exemple le 1er décembre et qu'on va sur des sites Air France, on voit il y a des gens qui viennent nous parler, qui nous parlent justement. La dernière fois, c'était à Montreuil. Et cette maman qui est venue nous parler et qui venait de découvrir que sa fille était lesbienne et qu'elle s'en faisait tout un monde. Enfin, voilà, il y avait besoin de se rassurer aussi. De dédramatiser, vraiment. De positiver les choses, de dédramatiser. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement, de montrer que la parentalité est possible, quels que soient les scénarios, finalement, ça ouvre aux parents. Ah, mais ça apaise la société de manière générale. Moi, c'est ça que je retiens depuis le mariage pour tous. On se rend pas compte. Tu le disais Caroline tout à l'heure, mais on ne se rend pas compte à quel point ça a changé le paradigme, ça a changé la vision des choses pour beaucoup de gens qui peut-être avaient justement des stéréotypes et qui se sont rendus compte que finalement, voilà, on avait tous notre place dans la société. Ça a beaucoup changé les choses et c'était le point de départ de quelque chose de très fort. C'est-à-dire que demain, il faut que l'homosexualité soit ou l'homoparentalité soit la norme aussi. Ce soit une norme possible, exactement. C'est une norme possible. Voilà, une norme possible. Non, puis quel que soit le désir d'enfant, il y a toujours des solutions juridiques. Pardon de le rappeler, mais c'est important la protection. Voilà. Non, il faut que les enfants soient protégés, mais tu as raison. Et c'est vrai qu'avec nous, les 23 ans chez Personnel qu'on a dans l'entreprise, on peut parler d'une vraie progression à l'intérieur d'Air France, parce que la première fois qu'on a fait la Gay Pride, à l'époque ça s'appelait Gay Pride à Paris, on l'a fait contre la volonté de la direction générale, qui ne voulait pas qu'on défile sous les couleurs d'Air France. Et aujourd'hui, on est assis avec Agnès, qui est responsable bien évolué, alors. qui est assise à main droite avec laquelle on travaille en collaboration. Donc on peut vraiment dire que l'évolution est possible, que la pédagogie est nécessaire. La pédagogie est essentielle et le partage de la parole, puisque ici on est sur une thématique commune, mais on se rend bien compte qu'on parle tous la même parole. Donc ce partage de parole, je vous remercie de l'avoir porté avec une grande sincérité, avec aussi du courage. Notre visibilité sert la cause en général et c'était une première pour ce déjeuner sur l'aile. Un autre suivra au mois de juin. On y travaille déjà sur le thème donc du masque et du travestissement pour la Gay Pride, donc la marche des fiertés, pardon. Donc, sur la question du masque et du travestissement, il y a un excellent livre qui s'appelle La confusion des sexes, à lire impérativement. Une histoire du travestissement depuis au moins le XVIe siècle. Tout à fait. Alors, avec, on l'espère, un rendez-vous dans un lieu très, très, très atypique pour le prochain déjeuner sur l'aile au mois de juin. En attendant, merci à toutes et tous pour votre participation. Et puis on donne rendez-vous à tous nos followers, nos internautes qui nous suivent. Rendez-vous très prochainement sur les réseaux sociaux pour la deuxième du déjeuner sur l'aile. Au revoir, merci. À bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis Muriel, je suis agent d'escale commercial, je travaille au salon business. Nous sommes au salon du terminal 2E porte L, salon qui est très grand, qui est très accueillant. Il présente différents espaces. Vous avez un espace de repos, un espace de restauration, il y a des douches, il y a un sauna.
Il y a différents espaces qui sont réservés pour nos clients privilégiés, notamment un espace Ultimate. Vous avez du personnel à votre disposition pour pouvoir vous rendre service et vous aider si besoin. J'en ai entendu parler. Alors, il me semble que c'est promouvoir la diversité au sein de notre compagnie Air France. J'espère que ce magazine vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un tout nouveau numéro du Déjeuner sur l'aile dès le mois de juin.